Très bien, bonjour et bienvenue pour cet échange qui va être consacré à la protection sociale complémentaire dans les collectivités. Alors, on est enchanté aujourd'hui d'accueillir ces deux experts. Je dis experts sans vouloir vous flatter, mais vous les êtes. Alors, Madame Hélène Guillet, directrice générale Centre de gestion de Loire-Atlantique, bonjour, mais et surtout présidente du SNDGCT, donc le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Alors, Monsieur Viala, directeur général de Collectim, voilà, vous êtes le deuxième expert ici pour nous parler de protection sociale ce matin. Alors, l'échéance, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on a une trentaine de minutes pour échanger. L'échéance du 1er janvier 2025, elle arrive à grands pas. La réforme, elle soulève effectivement de nombreuses questions. Je vais juste rappeler un chiffre introductif. Un sondage issu de Toulona Harris Interactive et Collectim, vous-même, de juin 2024, disait que 79% des collectivités locales n'avaient pas encore défini leur taux de prise en charge du contrat de prévoyance collective. Alors c'est important finalement l'échange qu'on a aujourd'hui, parce que la thématique, on voit qu'elle est brûlante. Alors peut-être... sur les enjeux de la protection sociale complémentaire pour les collectivités locales, je vais vous laisser la parole, Hélène Guillet, parce que vous êtes plus quand même pour nous éclairer sur les enjeux et ce que ça représente. Merci d'abord de cette invitation, parce que l'expert numéro 1, c'est plutôt Monsieur Viala que la présidente du syndicat et ou la DG du centre de gestion. Les enjeux sont de plusieurs natures. Si nous avions eu cet échange il y a quelques semaines ou voire quelques mois, probablement je n'aurais pas posé les enjeux exactement de la même manière. On est dans un contexte national qui est celui qu'on connaît. Et donc on a un premier enjeu pour les collectivités locales aujourd'hui qui est probablement un enjeu aussi économique. Et je pense que c'est un écran de fumée. Certes, c'est très important, mais le premier enjeu, il est celui de l'attractivité de la fonction publique. Et de mon point de vue, c'est le seul. Ensuite, cet enjeu est décliné avec des modalités qui dépendent profondément de la caractéristique du territoire, de la caractéristique de la zone dans laquelle la prévoyance est pensée. On peut donc avoir des déclinaisons qui sont en effet des déclinaisons économiques, des déclinaisons qui sont d'abord aussi celles de la prévoyance en tant que telle et de la prévention primaire, des déclinaisons qui vont aussi sur les conditions de travail, et puis à chaque fois c'est du et où. Voilà. Alors juste, merci pour cet éclairage. On va peut-être plonger, moi c'était un point qui était important, c'était tout l'aspect du cadre de cette réforme. Alors, Xavier Viala, tout a commencé en 2011, je crois, sur le cadre de cette réforme. Vous êtes en train de dire que 2011, c'est le Big Bang, en fait, de la protection sociale des collectivités locales. Oui, effectivement, c'est vraiment la genèse du processus. La protection complémentaire dans notre pays fait partie de notre ADN. Comme l'a dit Hélène Guillet tout à l'heure, on est dans un contexte économique qui est compliqué, mais c'est un enjeu qui est fondamental pour l'ensemble des salariés et agents territoriaux français. Et on s'est rendu compte quand même assez rapidement que la protection sociale des fonctionnaires d'État, territoriaux, hospitaliers, était, dans les années 2000 et avant, nettement inférieure à celle qui existait chez les salariés de droit privé. Donc à un moment donné, il fallait bien réajuster les choses. Un décret est venu en 2011 donner la possibilité, et chaque terme doit être bien pesé, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité, aux collectivités locales de financer une partie de la protection sociale de leurs agents. Donc on parle de prévoyance et on parle de santé. Il y avait un prémisse en 2007 qui concernait les fonctionnaires d'État. Et donc, c'est en fait un lent processus, une lente évolution qui va amener les collectivités locales à une obligation réelle de financement de cette protection sociale et à une adhésion obligatoire de l'ensemble des agents des collectivités locales pour faire exactement la même chose de ce qui se passe dans le secteur privé. Et tout à l'heure, Madame Guillet parlait d'attractivité. Un des éléments qui constitue cette attractivité, quand vous comparez les deux systèmes, privé-public,
on voit bien qu'il y avait une défaillance par rapport à ça. Donc le processus a débuté en 2011. On peut dire qu'il est peut-être pas très rapide ou peut-être pas suffisamment rapide, mais bon, il y a les enjeux économiques, c'est une dépense nouvelle, il faut trouver les modes de financement qui vont bien par rapport à ça. Donc, on est dans un processus où nous sommes partis d'un système où les agents finançaient eux-mêmes leurs complémentaires et avaient une adhésion individuelle, à un système qui va devenir collectif à adhésion obligatoire avec un financement obligatoire de l'ensemble des collectivités. Mais effectivement, ce process dure 15 ans et aujourd'hui nous sommes encore au milieu du gué pour la grande majorité des collectivités locales. Certaines, comme le CDG 44 ou d'autres villes comme Bordeaux, Rennes, ont anticipé le processus et aujourd'hui les adhésions sont obligatoires, le financement est clair, mais il y a encore pas mal de chemin à parcourir. L'accord collectif de juillet 2023, qui institue cette problématique de l'obligation d'adhésion, n'a pas aujourd'hui été retranscrit dans les textes parce que vous avez sûrement noté qu'il y avait un peu de mouvement au niveau gouvernemental. Donc, bon, ce dossier peut être repassé et repassera au-dessus de la pile, mais en l'occurrence aujourd'hui, c'est vrai qu'il est peut-être urgent de le transposer dans le cadre législatif ou réglementaire français. Voilà. Donc, c'est un long processus. Les agents y sont, je pense, très attachés, les organisations syndicales aussi. Et en tout cas, c'est dans leur intérêt, notamment lorsqu'on le compare au système de droit privé. Voilà. Bien, alors, vous parliez, vous citiez le centre de gestion de Loire-Atlantique. Alors, peut-être plus largement, parce que je sais que c'est au sein d'une coopération, et c'est important également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'accompagnement justement par rapport à cette réforme et à la démarche que vous avez opérée en Loire-Atlantique et plus largement dans le cadre de la coopération pour toutes les collectivités? Oui, en effet, on est alors c'est très techno, hein, mais on est en schéma régional de mutualisation, coopération et spécialisation à l'échelle des 5 centres de gestion de la région des Pays de la Loire. Il y a une tradition et une histoire de coopération à l'échelle des 5 centres de gestion qui est ancienne, qui date de 2012. La loi de 2019 a contraint les centres de gestion à aller plus loin dans le champ de la coopération et à ne pas se contenter de chartes et de bonnes intentions et à décliner des réels schémas de coopération, de mutualisation et de spécialisation. Sans, et j'insiste là-dessus, parce que sans, ouvrez les guillemets, fermez-les, de structures juridiques porteuses. C'est-à-dire que cette coopération, cette mutualisation et cette spécialisation ne tient qu'à l'élaboration d'un schéma, de la bonne volonté et de l'engagement, et surtout de la capacité à animer cette spécialisation. Pour la région des Pays de la Loire et les 5 centres de gestion, il y a une volonté politique très forte qui est issue de l'histoire de la coopération et qui a été de se dire, quand moi j'ai pris mes fonctions au centre de gestion fin 2020, qui a été de me dire, en tout cas le président du centre de gestion de Loire-Atlantique, faisons davantage que ce que nous imposent les textes. Donc on est allé sur un vrai schéma avec une gouvernance et un pilotage. Je vous pose ce cadre-là parce qu'il est essentiel dans le cadre de la mise en œuvre de la prévoyance. Donc on s'appuie sur cette dimension-là et sur cette volonté avec 4 axes stratégiques de travail, dont l'attractivité de l'emploi public, dont l'exercice de la responsabilité employeur, dont la question de comment on accompagne les équipes du point de vue d'un pilotage des ressources humaines à la fois stratégique et responsable. Et donc là, on touche aux 3 enjeux que je citais très brièvement en introduction. Et la prévoyance illustre ça parfaitement. Donc quand l'accord du 11 juillet 2023 est sorti, le sujet a été qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend, ce qui est la position d'une grande majorité aujourd'hui d'organisations publiques, est-ce qu'on attend la transposition légale et réglementaire ou est-ce qu'on s'empare de ça? Donc peur de rien, on s'en empare. Et donc, peur de rien, on s'en empare avec quand même quasiment la confiance que les textes de loi et les décrets sortiraient.
Et heureusement, confiance n'exclut pas méthode et rigueur. Et donc, on a posé à l'échelle régionale une méthode très pointue pour garantir à la fois le succès de cet engagement et aussi, et fort bien nous en a pris, parce qu'en fait, on ne savait pas très bien où on allait. Évidemment, on a essuyé les plâtres, on a construit en marchant, et au regard de la complexité, heureusement qu'on avait cette méthode très éprouvée. Et donc, les 5 centres de gestion ont décidé d'engager la démarche en 3 phases. Première étape, une préfaisabilité technique, juridique et financière. Donc, ça a été une mission de quelques semaines, et on s'est fait accompagner là d'un cabinet pour nous aider à cette prédéfinition. Puis ensuite, assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un marché tout à fait ouvert pour nous aider à construire le marché qui permettrait de faire, enfin l'appel d'offres qui permettrait de récupérer la prévoyance. Et ensuite, appel d'offres et ensuite attribution évidemment. Et on démarre au 1er janvier 2025. Ce qui fait la caractéristique et quasiment le côté inédit de notre marché et de notre système, c'est qu'on est directement calqué sur l'accord du 11 juillet 2023. Donc, prévention à titre obligatoire dans le cadre d'un contrat, je vais le dire comme ça, à l'échelle régionale, avec une participation minimale des employeurs à 50%. Et comme nous n'avons pas ni loi ni décret, ça veut dire très concrètement un accord régional, donc un dialogue social à l'échelle régionale, des accords dans chaque CST départementaux, des accords locaux dans chacune des collectivités qui disposent de leur CST, et au final 75 000 agents, 1400 collectivités qui ont déclaré leur intention en février 2024, et 100% quasiment, je suis à 99%, je suis le tableau toutes les semaines, et les objectifs aux équipes évoluent en fonction de l'avancement. C'est pas bien du tout ça, mais bon, l'objectif était 95% de taux d'adhésion. Maintenant qu'on est à 98%, je leur dis 99%. Donc, et donc quasiment 100% de confirmation d'adhésion pour à la fois les collectivités qui sont les affiliés, donc on va dire les clients captifs des 5 centres de gestion, mais les non-affiliés, et aussi des très grosses collectivités. La région des Pays de la Loire est dans notre groupement. Alors très clairement parce qu'on a l'ingénierie, parce qu'on s'est fait accompagner par le cabinet Clémy Conseil et qu'on est là hyper appuyé sur tout ce qui est complexité, pilotage, dialogue social. Et donc au 1er janvier, on est en capacité de protéger 75 000 agents sur un sujet qui est majeur pour les agents et qui est majeur pour les OS. Et puis j'en terminerai juste là sur cette partie-là. J'intervenais il n'y a pas très longtemps sur ce sujet. J'ai retenu une phrase qui m'a fait à la fois sourire, mais que je trouve vraiment caractéristique. Le dialogue social a été compliqué, un peu complexe évidemment, mais la prévoyance est la seule zone démilitarisée du dialogue social. Et ça c'est une preuve que voilà, c'est un constat. C'est-à-dire que c'est le seul sujet, je crois, quand on conduit du dialogue social, on sait bien que tout est quand même sujet à difficulté, à tension, à pression. C'est quand même le seul sujet sur lequel employeurs et agents et OS se retrouvent pour dire c'est très important. Et les employeurs ont joué le jeu, mais de manière quand même incroyable, quoi. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est à saluer et à souligner 10 fois. Voilà. Effectivement, alors merci parce que c'est effectivement, vous parliez c'est un schéma, mais on va qu'à demander une organisation que vous avez décrite qui est quand même, c'est peut-être aussi ça qui a favorisé la non-militarisation de ce dossier, et on voit la nécessité de l'accompagnement et de la précision de la démarche du côté du partenaire qui met en œuvre le côté assurantiel de cette prévoyance. L'accompagnement, j'imagine, il est à la hauteur de ce genre d'engagement des collectivités. J'espère bien. J'espère bien. Donc oui, d'une manière générale, quand vous avez à choisir votre partenaire assureur, je vais défoncer une porte ouverte, mais il faut choisir le bon. Je ne dirai pas lequel, bien évidemment.
Non, plus sérieusement, on parle ici d'assurance complémentaire et on parle également de collectivité locale avec un environnement juridique qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que connaissent les assureurs habituellement. On va couvrir à terme 2 millions, en tout cas les assureurs complémentaires, 2 millions de personnes supplémentaires versus 35 millions de personnes qui sont déjà couvertes depuis 50 ans dans le secteur privé. Donc, effectivement, on peut dire pour les assureurs c'est un nouveau marché, mais par contre, comme eux, ils ont peur de tout, contrairement aux centres de gestion, comme c'est nouveau, eh bien, il faut les attirer sur ce type de marché. C'est encore plus important sur la prévoyance, qui est le risque lourd, le risque spécifique. On vient en complément du statut de la fonction publique, on ne vient pas en complément de la sécurité sociale. La santé, la mutuelle, plus communément appelée, bon là on vient en complément de la Sécu, donc ils sont plus à l'aise par rapport à ça. Donc il faut vraiment faire en sorte que les assureurs soient investis dans ce domaine-là et connaissent aussi parfaitement les enjeux, le fonctionnement juridique que proposent les collectivités locales. Parce qu'à partir du moment où la machine est lancée, on ne peut pas se permettre en cours de route de dire « Ah ben non, là je ne connais pas, ah ben non, là je n'ai pas y aller, ah ben non, là je... » Bon, voilà. Donc ça, c'est quand même très très important. Le marché de la fonction publique, parfois, n'est pas très très attirant, parce que d'abord, il y a une multiplicité de métiers dans les collectivités locales. Hein. Je ne sais pas combien, mais quand vous avez affaire à une entreprise, vous avez 3-4 métiers d'une manière générale, grand maximum. Dans les collectivités locales, vous pouvez avoir parfois plus de 100 métiers, et il faut couvrir des arrêts de travail, un absentéisme par rapport à un fonctionnement qui est quand même spécifique à la collectivité locale. Ensuite, il y a le mode de passation qui est ce qu'il est, mais qui n'attire pas toujours non plus énormément d'assureurs. Donc, il faut vraiment faire en sorte de pouvoir trouver un dialogue entre la collectivité et les centres de gestion sont toujours très bien placés par rapport à ça, et les assureurs qui puissent permettre d'avoir une vraie symbiose dans le cadre de l'avancée par rapport à ce type de choses. Il faut aussi avoir un partenaire assureur, à mon avis, qui soit très versé sur le collectif, parce que c'est vraiment l'avenir de ce type de dossier. On a encore aujourd'hui un certain nombre de collectivités qui sont sur des contrats labellisés, donc qui gardent les réflexes de l'individuel, avec toutes les problématiques qu'on a par rapport à ça. C'est-à-dire qu'individuel dit souvent, comment dirais-je, questionnaire médical à l'entrée, même questionnaire médical une fois que les agents sont en arrêt et ont cotisé. Donc tout ça, ce sont des embûches que le partenaire de la collectivité doit informer et éviter par rapport à ça. Voilà. Donc il faut vraiment être à la pointe de la nouveauté qui nous occupe aujourd'hui. Et ensuite, il y a tous les enjeux de prévention que l'assureur doit prendre en charge, doit mettre en place en relation avec le centre de gestion et les collectivités locales, afin qu'on puisse, là aussi, rassurer le preneur de risque sur ses ambitions à terme, parce que les enjeux sont là. Il faut qu'on parte sur des contrats nouveaux, certes, mais qui vont vraiment avoir une réelle pérennité dans le temps, parce qu'on n'est pas là pour travailler pendant simplement 2-3 ans. Il faudra couvrir maintenant ad vitam aeternam toutes les collectivités de France et de Navarre sur ces enjeux-là, et la prévoyance est effectivement un enjeu fort. Merci. Je vais juste revenir sur un point qui est important. Vous avez parlé de toutes ces étapes que vous avez menées au sein de la coopération pour mettre en œuvre ce contrat et arriver finalement à cette échéance du 1er janvier fin prêt. Et c'était, on l'a vu, une gageure. Je vais juste revenir sur ce chiffre de 79% des collectivités qui, pour certaines, alors certes ça date de juin, mais on ne voit pas forcément comment l'intégralité des collectivités serait prête aujourd'hui à imaginer cette prise en charge financière. S'il y avait des étapes clés à donner aux collectivités qui espèrent être dans les délais, mais qui sont un petit peu débordées par cette mise en œuvre. Est-ce que vous avez 2-3 points, justement, un espèce de retour d'expérience par rapport à ce que vous avez mené ? La première, c'est alors, ça dépend de la taille de la structure.
Dans la majorité des collectivités, il y a une difficulté d'ingénierie. Donc le premier retour d'expérience, c'est de vraiment soit se structurer, soit se retourner vers des partenaires. Donc les centres de gestion en font partie, qui sont en capacité de piloter une complexité, d'apporter, d'aller chercher de l'expertise, de l'ingénierie, qui en disposent eux-mêmes, et en tout cas qui sont capables de conduire un dossier de ce type-là. Deuxième point, du courage. Alors ça, c'est plus une recommandation qu'un retour d'expérience. Du courage et ne pas fléchir. Hein. Je vais utiliser une expression, moi, qui me fait beaucoup rire, hein, mais qui est un peu triviale. Ferme sur les pattes arrière, souple sur les pattes avant. Hein. Donc voilà, c'est vraiment de ça dont on a besoin. Et ça suppose aussi une capacité à jouer collectif. Alors certes à l'interne, au plus haut niveau de l'organisation. Je crois que s'il y a le moindre écart entre la tête de l'exécutif politique et la tête de l'administration, c'est même pas la peine de commencer sur le sujet, parce que les points de risque et de tension sont tellement nombreux que c'est quand même ça serait quand même un écueil très important. Donc il y a cette dimension-là. Xavier Viala le rappelait, hein, avoir aussi le réseau par histoire ou par le moment pour comprendre, pour aller chercher des appuis, ne pas craindre non plus d'aller écouter des controverses, des contradictions pour se faire son idée. Et puis, dans le cadre du marché, de bien penser aussi les éléments de marché qui vont permettre d'avoir à la fois des partenaires experts du type Collecteam, et nous, c'est notre cas pour 3 des silos, donc des experts qui connaissent le marché, qui sont des experts de la fonction publique, de ce type et qui ont l'assise pour tenir dans la durée. Et donc pouvoir disposer de ces réseaux, de ces contacts, de sorte à minimiser les risques. Le risque zéro, de toute façon, il n'existe jamais. Donc c'est vraiment une appréciation de l'ensemble des risques inhérents à ce type de dossier. Pour les collectivités qui ne s'y sont pas encore mises, là, c'est trop tard. Pour l'obligatoire au 1er janvier, c'est trop tard. Mais c'est toujours possible un peu plus tard dans l'année. Et ensuite, nous, centre de gestion, on avait l'obligation 1er janvier 2026. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas vraiment, voilà, on n'a pas tergiversé en fait. Je vous remercie. Mais alors, ça m'en vient une question à tous les deux, peut-être pour conclure. Je sais que je n'ai pas encore regardé l'heure, mais voilà, va falloir conclure. Mais juste une question, vous parliez justement de celles qui sont en retard et donc c'est trop tard pour le 1er janvier, mais comment les collectivités, comment ça va s'articuler pour celles qui ont déjà des dispositifs? Alors je ne sais pas lequel de vous deux souhaite répondre. Celles qui ont déjà des dispositifs pour arriver à reprendre main sur ces contrats. Je laisserai Xavier Viala terminer, mais nous on a l'exemple à l'échelle du département de Loire-Atlantique qui est donc dans le contrat, puisque la métropole avait un contrat groupe qui se termine au 31 décembre 2026. Donc il y a des collectivités qui sont membres de ce contrat groupe qui pouvaient sortir de ce contrat pour rejoindre le nôtre, à condition de nous le faire savoir et à condition de rejoindre le nôtre seulement à partir du 1er janvier 2026. Donc pour toutes celles qui sont liées, le contrat se poursuit à moins qu'il soit dénoncé. Pour celles qui n'ont rien lancé et qui n'avaient pas de prévoyance, elles regardent et puis elles font leur choix. Et puis pour des gens comme nous qui avions déjà, alors parce qu'à l'échelle des 5 centres de gestion, on était très disparates. Hein, le 85 et le 44 avaient une habitude de prévoyance, les 3 autres départements, non. Donc par exemple le 44, on avait une prévoyance, mais sur des contrats facultatifs, on avait aussi... Moi, je me suis rendu compte des gens qui avaient des adhésions à titre individuel en dehors des contrats, puisque c'était des contrats facultatifs. Donc, il a fallu aussi qu'on accompagne cette information-là. Voilà, donc c'est toujours possible de rejoindre. Puis, on a mis dans notre marché des dispositions qui permettent aussi à des collectivités qui n'étaient pas prêtes pour des raisons qui leur appartiennent, de rejoindre notre marché avec des conditions spécifiques d'échange avec nos assureurs partenaires.
Je rajouterai, par expérience, cette année, la grande majorité des appels d'offres auxquels nous avons répondu, les collectivités ou les centres de gestion, surtout lorsqu'ils n'avaient rien, demandaient deux formules. Une formule facultative en termes de prix et une formule obligatoire. Et ensuite se positionner sur l'un des deux systèmes, avec très souvent la possibilité, en cours de convention, peut-être de basculer vers un système obligatoire lorsqu'ils avaient privilégié un système facultatif au départ. Bien, le tout étant facultatif. Quand vous choisissez le système facultatif, bien évidemment, la mobilisation financière de départ va être forcément un peu moins forte. Plus vous aurez un nombre d'agents qui vont adhérer de manière importante dans votre contrat facultatif, plus vous allez vous rapprocher financièrement du prix global de l'obligatoire. Donc très souvent, le choix, il est financier par rapport à ça. Hein. L'accord, il a le mérite d'exister, l'accord de 2023. Il n'a pas été transposé. Donc c'est vrai qu'on a assisté sur cette année à peut-être un peu moins de collectivités qui ont choisi le mode obligatoire que nous l'avions imaginé, parce que c'est toujours pareil, hein, l'enjeu financier, quoi qu'on en dise, il est quand même fondamental, et nous sommes dans des circonstances aujourd'hui où c'est toujours un petit peu difficile à trouver. Mais je pense que la pression syndicale, aujourd'hui, les gens ont bien compris l'intérêt des contrats obligatoires et l'intérêt de la prévoyance, donc elle est quand même forte. Et que, bon, après, c'est toujours une question de temps, mais voilà, le processus est en marche et le processus arrivera à son terme. Ça, j'en suis certain. Eh bien, je vous remercie beaucoup à tous les deux pour tous ces éclairages. Merci beaucoup.